Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Films, séries télé, expositions, livres divers, Churchill est à la mode plus d'un demi-siècle après sa mort. Et Franck Ferrand a quelques idées sur les raisons de ce succès. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. J'arrive de Londres pour tout vous dire, voilà. Mes idées se sont encore renforcées. Nous en parlions tout à l'heure chez Mathieu Noël. En ces temps de demi-mesure et de demi-parole, Churchill incarne aux yeux du monde, et notamment aux yeux des jeunes générations qui en voudraient davantage, la force d'un dirigeant plein de convictions, plein d'énergie. Béatrix Delaunoy vient de consacrer un bel album à Sir Winston, ça s'appelle « Moi, Winston Churchill », chez Talandier. Béatrix est notre invitée cet après-midi. Et nous irons aussi nous promener chez les Churchill à Chartwell avec Lorena Martin. Et à la fin de l'émission, vous reviendrez, c'est une tradition maintenant comme tous les lundis, sur les origines d'une vieille expression. Aujourd'hui, la formule « an de grâce » pour dater un événement. Pour le moment, nous partons, si vous le voulez bien, pour l'an de grâce 1945 et revivons les 2 dernières décennies de la grande carrière du grand Winston. Et c'est déjà le bout du tunnel, ou plutôt, c'est enfin le bout du tunnel. En ce printemps 1945, la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, du moins en Europe. Pour le Royaume-Uni, c'est un soulagement immense. En première ligne pendant tout le conflit, les Anglais ont payé un lourd tribut. Le pays est exsangue, les villes délabrées, la population épuisée, mais la nation est victorieuse, et cette réussite, les Britanniques savent bien qu'ils la doivent en partie à la solidité d'un homme, leur Premier ministre conservateur, Winston Churchill. Son intelligence, son talent oratoire absolument incroyable, avec un esprit d'à propos dont nous aurons tout à l'heure l'occasion de reparler, son opiniâtreté, sa ténacité ont fait merveille pour que son pays, même au plus bas, continue de croire en lui-même. Mais la fin du conflit mondial signifie aussi la remise en cause de l'union nationale. Évidemment, il s'agissait de s'unir pour aider le Royaume-Uni à s'en sortir en temps de guerre. Et maintenant, la guerre n'est plus là. Quand les travaillistes décident de mettre un terme, de nouvelles élections sont fixées le 5 juillet 1945. La vie politique britannique reprend donc son cours normal. Les travaillistes sont sortis de l'Union nationale. Voilà. Et c'est la campagne électorale qui commence. On pourrait penser que pour le héros Churchill, la victoire dans les urnes va être naturellement la victoire qui succède à celle du champ de bataille. Eh bien, en réalité, les choses sont infiniment plus compliquées. Le contexte est tendu. N'oubliez pas le rationnement, bien entendu, que nous connaissions, nous, de ce côté de la Manche, mais qui était au moins aussi fort de l'autre côté. Difficultés quotidiennes, donc, pour la population, problèmes multiples qui ont été mis sous le boisseau pendant plus de 5 ans, inconnu du nouvel équilibre mondial. Parce que n'oubliez quand même pas que dans l'entre-deux-guerres, l'Empire britannique régnait sur le monde, et que dans cette après-guerre, le Royaume-Uni va devenir, qu'on le veuille ou non, une puissance moyenne. 1947, c'est l'indépendance de l'Inde, notamment, et du Pakistan. Donc, campagne très dure qui se dessine. Je cite François Kersaudy, « Churchill n'a pas grand-chose à proposer pour l'après-guerre. Or, les travaillistes, eux, ont un ambitieux projet de nationalisation et de réforme sociale, et ils savent fort bien le présenter aux électeurs. En outre, ceux qui gèrent la campagne électorale conservatrice ne sont pas exactement des modèles de finesse politique. Et le premier discours électoral du Premier ministre, au cours duquel il accuse le Labour de vouloir instaurer un État totalitaire, une dictature rouge et même une sorte de Gestapo, ce sont les mots même employés par Churchill, ce discours est très mal reçu dans le pays. Churchill a cru d'une certaine manière qu'il était encore en guerre et n'a pas compris qu'il fallait changer de ton et de style. Il a presque 71 ans, il a été soumis à un rythme absolument effréné. On n'imagine pas ce que ça a été pour cet homme, bien entendu, de mener quasiment, de conduire en tout cas le camp des Alliés. Il est épuisé et néanmoins, il est toujours aussi combatif, presque un peu trop combatif, et ça ressort dans ses discours. Après le vote de début juillet, il faut attendre de longs jours pour arriver à comptabiliser tous les bulletins. Les élections se sont faites dans de mauvaises conditions. Et lorsque tombent les résultats, ils sont implacables. Avec presque 2 fois plus de sièges au Parlement, les travaillistes écrasent littéralement les conservateurs. Vous imaginez la surprise pour Churchill qui est complètement suffoqué, dépité.
Clémentine, sa femme, nous racontait Philippe Alexandre et Béatrix de L'aulnoy dans un précédent ouvrage, Clémentine, qui le voit effondré, déclare « Winston, c'est peut-être une bénédiction cachée ». Il grommelle « Pour le moment, elle est à coup sûr bien cachée ». Churchill cède donc la place de Premier ministre à son rival travailliste, Attlee, qu'il a tellement critiqué, dont il s'est tellement moqué au moment de quitter Downing Street. Il écrit sur le livre d'or le mot latin « finis », la fin. Et il doit se faire à l'idée, cette machine qui pour lui s'était emballée, cette machine très brutalement s'arrête. Et une chose est sûre, lui ne va pas se contenter de l'inaction. Il lui est difficilement supportable d'être renvoyé au cercle un peu étroit de sa famille, au carcan de son parti, alors que de grandes négociations diplomatiques sont en cours avec les Américains, avec les Soviétiques. Il y a un nouveau président américain, Staline en profite d'ailleurs. Et tout ça, Churchill a l'impression d'en être normalement l'acteur naturel, si vous voulez. Et maintenant, il n'est plus invité, il n'est plus là. Tout ça se poursuit sans lui. Le pouvoir est une drogue puissante, note François Kersaudy. Winston ne vit que pour la politique ou pour la guerre. Il a ressenti la défaite électorale comme un cinglant désaveu de son action et de sa personne. Enfin, comme toujours, lorsque l'hyperactivité se relâche, son black dog, c'est comme ça qu'il appelait ces moments de dépression, son chien noir, pointe le bout du museau avec son habituel cortège d'insomnie, d'idées noires et de maux psychosomatiques. L'été 45 est donc un moment difficile à vivre pour Churchill, qui a le cœur lourd. Alors il prend le large, il va se consacrer à ses hobbies, et notamment à la peinture, qui de plus en plus l'occupe. Son quotidien se réorganise et petit à petit, il va refaire surface. Où qu'il se rende, il constate sa popularité formidable. Il va plusieurs fois traverser la France, il passe du temps sur la Côte d'Azur, il va sur la Riviera italienne, et à chaque fois il est acclamé, applaudi. Dès qu'il fait un pas dans la rue en Angleterre, les gens s'arrêtent pour l'applaudir. Bref, il est devenu un peu une sorte de légende vivante, si vous voulez. Et partout, pour lui, ce ne sont que grandes ovations et petits privilèges, disons-le. Par exemple, lorsqu'il arrive au casino à Monte-Carlo, il va perdre à une table de jeu 7000 livres. Et le directeur, théâtralement, va déchirer le chèque de celui qui a vaincu Hitler, parce qu'il est devenu, dans l'esprit collectif, et d'ailleurs sans doute à juste titre, l'homme qui a su vaincre Hitler. Quand il rentre à Londres à l'automne 45, on peut dire que de nouveau il est en forme. Le vigoureux septuagénaire a la conviction de pouvoir encore être utile non seulement au pays mais aux affaires internationales. Il est prêt à retourner dans l'arène, qu'on se le dise, qu'on le sache. Le vieux Churchill est toujours là et l'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, nous suivons Franck Ferrand, l'un des hommes les plus célèbres du XXe siècle, le Britannique Winston Churchill. So British. Alors, c'est une période difficile pour lui, celle de l'immédiate après-guerre. Cette période est marquée pour lui par une lourde défaite électorale, on vient de le voir, une première retraite. Mais j'imagine qu'un homme comme Churchill, un vieux lion pareil, ne peut pas en rester là. Dans la perspective d'un retour sur le devant de la scène politique, il peut compter sur sa stature internationale ? Mais bien sûr, c'est une icône. C'est véritablement une icône. Et dans l'esprit des Britanniques, même s'ils ont clairement et majoritairement voté travailliste, il est the PM, comme disent les Anglais. Il est le Premier ministre. Et quand on voit le Premier ministre en exercice, il a l'air d'être l'homme qui est là par intérim, si vous voulez. Et bien sûr que Churchill compte sur sa stature internationale, sur le fait qu'il soit à tu et à toi avec les grands dirigeants du monde. Et puis il a cet âge, vous savez, il se déplace quand même un petit peu difficilement, faut bien le dire, mais avec une démarche extrêmement énergique. Tout ça est très célèbre, très connu, et son chapeau mou, et son cigare, etc. Donc on a presque envie de dire qu'il n'a même pas besoin de faire campagne. Il est invité par le président américain Truman en mars 46 à la fameuse université de Fulton, Missouri. Je dis fameuse, c'est lui qui va la rendre fameuse. C'est le moment de prononcer ce célèbre discours de Fulton qu'on apprend quand on est à l'école, vous savez. Bien sûr que Churchill sait que sa réputation l'a précédé, et juste avant d'arriver, d'ailleurs, il s'arrête, il demande à son chauffeur d'attendre un moment, il sort son cigare, il allume le cigare, il dit « Ah oui, c'est comme ça, ils adorent me voir fumer ». Donc vous voyez, il est totalement conscient de l'image qu'il a fini par créer. C'est un remarquable communicant, comme nous dirions-nous. Et au-delà de ce style reconnaissable entre tous, il y a ces mots
qui savent marquer les esprits. De Stettin sur la Baltique à Trieste sur l'Adriatique, lance l'ancien Premier ministre, un rideau de fer, Iron Curtain, vous savez, un rideau de fer est tombé sur le continent. Il y a derrière lui toutes les capitales des anciens États d'Europe centrale et orientale, Varsovie, Berlin, Prague, Vienne, Budapest, Belgrade, Bucarest, Sofia. Toutes ces villes célèbres et les populations qui les entourent sont maintenant incluses dans ce qu'il me faut appeler la sphère soviétique. Et toutes sont soumises non seulement à l'influence soviétique, mais encore à un degré croissant de contrôle par Moscou. Lui qui s'était, si l'on ose dire, et peut-être un peu facilement, partagé le monde avec Staline, a trouvé le nouvel ennemi, en quelque sorte, cette puissance soviétique qui est en train de grignoter du terrain dans les années de l'après-guerre. La prise de position de Churchill à Fulton est sans concession. Pour lui, la liberté est en train de disparaître de toute une part de l'Europe, qui maintenant est complètement divisée. De quoi mettre mal à l'aise plus d'un gouvernant, à commencer par le travailliste Attlee, bien entendu, qui, lui, affiche des idées de gauche, et même en l'occurrence très à gauche. Peu importe, Churchill entend dire ce qu'il veut, où qu'il soit, il est sur le devant de la scène. En vérité, si l'on fait l'impasse sur quelques semaines de la fin de 1945, il ne l'a jamais quitté, ce devant de la scène. C'est à cette époque qu'il entreprend ses fameux mémoires de guerre, gigantesque travail, pas seulement pour lui, mais pour toute l'équipe de rédacteurs qui sont là autour et auxquels il va donner le là, si je puis dire. C'est un grand écrivain, Churchill, nous aurons l'occasion d'en reparler. François Kersaudy raconte « Voyons Churchill à l'ouvrage dans son manoir, au fond de son lit, avec une perruche sur la tête, un chat sur les genoux et un caniche sur les pieds. Depuis son lit, son bureau ou sa baignoire, il dicte sans discontinuer aux secrétaires qui se succèdent. Les documents qui lui sont nécessaires s'entassent dans la cave, souvent mélangés à ses cahiers d'écolier ou empilés jusqu'au plafond autour d'un poêle à mazout, au grand effarement de son archiviste. Ses assistants lui soumettent les plans des divers chapitres qu'il remanie sans cesse, réécrit, Churchillise, après quoi on les envoie aux experts pour commentaires et révisions. C'est une entreprise immense qui va être couronné d'un succès retentissant. Entre écriture donc de ses mémoires notamment, hobbies, obligations familiales et mondaines, nombreuses, voyages bien sûr, et puis cette vie politique, vous voyez que l'activité de Churchill n'est pas celle d'un septuagénaire habituel de la fin des années 40. On est bien obligé de se demander d'où lui vient cette énergie, demande le biographe. Le dopage peut-être? Notre coureur de fond fume toujours ses énormes cigares noirs et continue à boire du sherry, du champagne, du porto, du cognac au déjeuner comme au dîner, du vin blanc au petit déjeuner, du whisky and soda à toute heure. Mais quel que soit le carburant utilisé, il est clair que ce rythme d'activité est très anormal pour un homme de 75 ans. Et parfois, il y a des alertes, notamment en 1949 lorsqu'il est victime d'un petit AVC. Pas de quoi l'arrêter néanmoins. Sa popularité est ancrée, sa carrière politique, il en est convaincu, est encore bien loin d'être finie. Et il va falloir que tout le monde autour de lui se taise sur cette affaire d'AVC, qu'on n'en parle pas, les choses sont passées, et on avance et on avance. Les événements vont d'ailleurs lui donner raison, puisqu'à la fin d'octobre 51, après un succès électoral au demeurant relatif des conservateurs, Churchill, de nouveau, rentre à Downing Street. Et tout de suite, il rappelle beaucoup de ses anciens collaborateurs. On voit se reconstituer les équipes de l'époque de la guerre, ce qui forcément n'a pas très bonne presse d'ailleurs. Les qualités intellectuelles de Churchill sont incontestablement toujours là, et ses qualités oratoires. Néanmoins, le temps aurait tendance à jouer en sa défaveur. Le monde a changé. On dirait qu'il refuse de le voir. Il y a eu des bouleversements incroyables. Lui qui est un enfant de Victoria, si je puis dire, et de Rule Britannia, est bien obligé de constater que le pays, je vous le disais, est en train de devenir une puissance moyenne. Le roi George VI sera très bientôt remplacé par la toute jeune reine Elisabeth II. C'est un autre monde, c'est une autre époque. Et par un jeu de miroir assez cruel, Churchill voit bien que lui non plus n'est plus ce qu'il était. Beaucoup de collaborateurs constatent qu'il n'a ni la force physique ni la ténacité qui lui ont fait gagner la guerre, nous dit Béatrix de Laulnoy, qu'il lit de moins en moins les rapports et qu'il mélange souvent les données chiffrées. C'est en juin 53 que la réalité, celle qui déjà avait donné l'alerte en 1949, se rappelle au Premier ministre. À la fin d'un repas,
il n'arrive pas à se lever de sa chaise. Alors au début, on pense que c'est un mauvais mouvement, vous savez, comme ça peut arriver chez un monsieur de cet âge. Sauf que là, il essaie, il fait des soupirs, etc. Il n'y arrive pas. Il vient d'être victime d'une nouvelle attaque cérébrale, qui au bout de 2 jours va révéler toute son ampleur. Sauf que maintenant, il est au pouvoir. Churchill est complètement paralysé des membres gauches, il a le plus grand mal à s'exprimer, il est à la tête du gouvernement, vous imaginez la situation, la catastrophe. La seule décision qui s'impose, c'est évidemment de démissionner. D'ailleurs, la majorité du cabinet est favorable à la démission de Churchill. Mais est-ce que lui y est favorable? Ça, c'est une autre histoire. Franck Ferrand vous conte l'histoire sur Europe 1. Alors cet après-midi, vous nous proposez, Franck, de plonger au cœur de l'histoire de Winston Churchill. Nous sommes maintenant en 1953. Il est victime d'une nouvelle attaque cérébrale. Pourtant, la démission ne paraît pas être à l'ordre du jour pour lui. Et alors, il y a cette espèce de secret d'État invraisemblable qu'on voit très bien, d'ailleurs, dans le film et dans la série télé. La presse s'interroge sur le véritable état de santé de Churchill. Mais il s'accroche, le vieux lion, et il est prêt à donner encore quelques coups de patte et de griffes, et même à rugir s'il le faut. Il parvient à marcher, non sans mal, ça devient vraiment de plus en plus compliqué. Il s'exprime assez vite de nouveau à peu près correctement. Les progrès sont lents, note cependant François Kersaudy, la fatigue vient beaucoup plus vite. Et Churchill découvre avec étonnement que l'alcool peut avoir un effet néfaste. N'étant pas homme à reculer devant les mesures énergiques, il déclare à son médecin « J'essaie de réduire ma consommation d'alcool. J'ai déjà renoncé au cognac, je l'ai remplacé par du Cointreau. » Surtout, Churchill a les yeux rivés. Il y a toujours une part très importante d'humour. Le personnage fait énormément d'humour en permanence. Vous savez qu'il y a des livres entiers maintenant qui sont des recueils des citations de Churchill. D'ailleurs, lui-même disait « C'est très bien de lire des recueils de citations. Si vous arrivez à engraver votre mémoire, vous aurez de bonnes pensées. » Churchill a les yeux rivés sur un objectif. Le 10 octobre, il doit prononcer devant son parti un discours. Et pour lui, là, ça va être le test, si l'on peut dire. Tout le monde est là, qui surveille. Un test qui va l'aider d'une certaine manière à se remettre en selle. Et le jour fatidique, il est bien là, impressionnant. Et pendant près d'1 heure, il démontre à son auditoire qu'il n'a rien perdu de sa pugnacité. Il va de nouveau falloir compter avec lui. Je ne suis pas persuadé qu'au sommet du parti Tory, on soit ravi de la nouvelle. Parce qu'il y en a quand même qui commencent à ronger leurs freins là dans l'entourage. Le jour fatidique, donc, il a réussi son coup, si je puis dire. À la même époque, il a la joie de recevoir le prix Nobel de littérature. Il écrit à sa femme 12 100 livres non imposables, pas si mal. C'était le prix du prix Nobel. Et cependant, malgré ses réussites, les faits sont là. Il y a maintenant au-dessus de la tête du Premier ministre une véritable épée de Damoclès. Il lui faut songer à organiser sa sortie. Il multiplie de plus en plus les maladresses. On voit, il a en public des trous de mémoire qui sont un peu gênants. Il a du mal à se concentrer, etc. Il ne veut pas utiliser de sonotone, mais alors du coup, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. Donc il répond constamment à côté de la plaque. Vous imaginez, c'est pas très facile tout ça. Et néanmoins, il reporte chaque jour sa démission. On la remet, on la repousse. Enfin, pendant l'été 54, il assure à son ministre des Affaires étrangères, Anthony Eden, qu'il va renoncer au pouvoir juste après les élections d'avril 55. Donc là, c'est vraiment période de fin de règne, si vous voulez. Mais il n'en reste pas moins très populaire, Churchill. Et ça, on s'en rend compte notamment au moment des cérémonies qui vont accompagner son 80e anniversaire, le 30 novembre 1954. C'est véritablement une liesse générale. Jamais l'Angleterre n'a vu une telle avalanche de lettres, de télégrammes et de cadeaux, racontent Philippe Alexandre et Béatrix Laulnoy. Et le peuple britannique lui manifeste plus d'affection que jamais, comme s'il voulait lui faire oublier le cruel sacrifice auquel il s'est finalement résolu, quitter Downing Street. Le matin, dans le grand hall du Parlement de Westminster, les 2 chambres sont réunies pour un hommage solennel, reconnaissance unique dans l'histoire du royaume. C'est là qu'il va y avoir le fameux épisode avec le portrait, vous savez, ce portrait qui le montre tel qu'il est et qui l'a rendu littéralement un peu plus malade. Finalement,
Après avoir tenté de reculer de nouveau la date de son départ, il se résigne et le 5 avril 1955, il annonce son départ à la BBC. Magnifique discours comme d'habitude. Il entre là, on peut le dire, dans la dernière phase de sa vie qui sera marquée par des voyages, cette dernière phase, par aussi des tragédies familiales puisque sa fille Diana va se suicider en 1963. Le vieux lion est véritablement en bout de course, si je puis dire. Il est très fatigué, de santé plus que fragile, très diminué. Il est toujours député, néanmoins. Il se rend une dernière fois à la Chambre des communes à la fin de juillet 1964 pour ses 90 ans qui vont avoir lieu quelques mois plus tard. Et de nouveau, il est salué par une foule émue. On a su qu'il venait à Westminster. On s'est réunis là sur son passage. Il est l'homme de la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous voulez ? Finalement, le 11 janvier 1965, là, il tombe dans une sorte de léthargie. Et cette fois, il n'en reviendra pas. Ses proches le voient s'éteindre lentement. Il rend donc son dernier souffle le 24 janvier 1965. C'est une émotion considérable, c'est une page d'histoire qui se tourne, c'est un moment de vie qui se tourne pour beaucoup de gens, tout simplement. La reine Elisabeth va lui octroyer des funérailles nationales. En cet hiver glacial, raconte Béatrix de Laulnoy, 300 000 personnes défilent devant le catafalque déposé dans le grand hall du Parlement de Westminster, comme avant lui les rois Édouard VII, George V, George VI, dont il a été le ministre. La cérémonie des obsèques est suivie par le monde entier grâce à la télévision. Dans la cathédrale, la reine attend, entourée de monarques, de présidents, de représentants de 112 pays. Dernier hommage, Winston remonte la Tamise jusqu'à la gare de Waterloo. Les grues des chantiers navals s'inclinent en son honneur. Le soir même, sa femme, Clémentine, aura ce mot. « Oh, ce n'était pas des funérailles, c'est un triomphe. » Bonjour Béatrix de Laulnoy. Bonjour Franck. Triomphe romain pour la dépouille de Churchill. Les Anglais l'ont accompagné en pleurant, celui qu'ils avaient à moitié trahi en 1945, peut-être pas tant que cela. Nous allons revenir sur toute cette période, mais aussi sur la période nettement plus difficile de la jeunesse et de la maturité de Winston Churchill. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Winston Churchill cet après-midi. Winston Churchill, le vieux lion. Et nous allons plus loin avec votre invitée Béatrix de Laulnoy. Elle est historienne, écrivain et auteur de Moi, Winston Churchill, paru chez Talandier. Il était extrêmement populaire. On le voit bien, ça dans le film notamment. Il avait véritablement une sorte d'acclamation où qu'il se rende sur la fin de ses jours. Je dis bien sur la fin de ses jours, Béatrix. Et il y a 2 anecdotes incroyables. Moi, je n'en revenais pas quand je les ai lues. Par exemple, quand il se rendait sur la Côte d'Azur, il était l'invité permanent d'Onassis, vous savez. Eh bien, les hôtesses supprimaient les signaux lumineux, interdiction de fumer, pour qu'il n'ait pas le mal d'éteindre son cigare. Et une autre fois, il était en vacances en Savoie et comme il pleuvait, il a décidé de partir pour Venise. Et puis on lui a appris que l'Orient Express ne s'arrêtait pas à Annecy, qu'il devait aller jusqu'à Gênes pour aller à Venise. Et il a dit dites-leur que c'est pour Churchill. Et le lendemain, le chauffeur de la locomotive s'est arrêté à Annecy et Churchill attendait sur le quai avec ses bagages et il est monté dans le train comme si c'était son train personnel. Et ça, c'est incroyable. Et tous les journaux relataient évidemment toutes ces histoires. Mais il entretenait lui-même cette légende. Bien sûr, c'est un acteur. Vous savez, il s'habillait comme un acteur très jeune. Il s'est constitué sa panoplie d'acteurs avec son nœud papillon. Chez Todd & Sons, voilà. Sur Oxford Street. Hein. Mais il s'habille toujours pareil. Il a ses chapeaux, sa canne, son manteau et ce nœud papillon qui était le nœud papillon de son père. Vous notez dans ce très très beau livre qui est bourré de petits détails, d'anecdotes, etc. On disait qu'il était le seul homme d'Angleterre qui ait eu plus de chapeaux que sa femme, en fait. Hein. Et tout ça l'amusait beaucoup. Et il savait que ça l'amusait beaucoup. Comme vous disiez pour le cigare tout à l'heure, il rallumait son cigare dès qu'il y avait un journaliste en vue. Oui, c'est ça. Alors, il faisait exprès de faire la moue devant les photographes. Quelqu'un lui fait remarquer un jour que sa petite fille lui ressemble le bébé et c'est Lloyd George qui dit mais tous les bébés d'Angleterre ressemblent à Winston. Vous savez qu'il a perdu ses cheveux après les Dardanelles. Oui. C'est ça ce qui a été terrible. Alors on y viendra tout à l'heure, à voilà. toute cette période, à cette jeunesse difficile, à l'époque où il est premier lord de l'amirauté, avant de devenir plus tard chancelier de l'échiquier, etc. Restons pour le moment dans cette fin de vie, si je puis dire. Il restait aux yeux non
seulement des Anglais, enfin des Britanniques, mais du monde entier, l'homme de la Seconde Guerre mondiale, bien entendu. Sûr. Il a perdu les élections, mais il était l'homme qui avait gagné Hitler, le seul qui s'était opposé à Hitler. Et on le voit très bien dans le film qui vient de sortir. Toute l'Angleterre était encore contre, et c'est par ses discours qu'il a emmené tout le monde, qu'il a emmené l'île entière, le Commonwealth. Et finalement, après son premier discours, il est rentré chez lui. Le discours avait été retransmis à la BBC et les gens l'ont ovationné dans la rue. Et il en a pleuré parce qu'il est rentré en disant « Je n'ai rien à leur offrir. Les pauvres, on n'a pas d'armes, on n'a rien du tout. Et je ne sais pas du tout comment on va pouvoir gagner cette guerre. » Alors, dans le film, évidemment, il faut faire la part de la dramatisation. Les scénaristes ont fait leur travail. Ils ont concentré sur 4 années ce qui se passe en vérité sur 30. Ils ont dramatisé les scènes, notamment dans l'enceinte de la Chambre des communes, car ça peut pas se passer comme ça tout à fait aux communes. Enfin bon, bref, peu importe. Toujours est-il qu'il y a quand même, chez Churchill, un sens aigu de la mise en scène. Ça, c'est incontestable et ça fait le bonheur de tout le monde, même des auteurs d'ouvrages, n'est-ce pas, Béatrice Delournois? On compte pas le nombre de livres qui sortent. Il y a eu sur pas mal de Churchill. Churchill récemment. Alors donc dans la série The Crown, c'est John Lithgow qui joue un Churchill un peu bizarre, entre nous soit dit, qui est pas tout à fait. En revanche, le contexte, si je puis dire, le décor, la façon d'être, etc., sont à mon avis plus justes que dans le film Les Heures sombres, où Gary Oldman en revanche est un Churchill merveilleux. Et puis il faut pas oublier qu'il y a eu Brian Cox également qui a joué un Churchill au mois de mai, qui lui alors était très ressemblant physiquement. Absolument. Et ça se passait au moment du débarquement. Quand Churchill voulait absolument venir en France et que Eisenhower n'en voulait pas et que le roi a dû écrire 2 lettres pour l'obliger à rester. Mais Churchill, c'était ça, il voulait être à la pointe du combat toujours et en même temps, il détestait qu'il y ait des morts, il avait très peur de ça, il voulait être au milieu de ses soldats. C'était un patriote, c'était un guerrier, il voulait être toujours à l'avant-scène. Un patriote et un guerrier, ce qui n'est pas sans nous rappeler un peu Clémenceau, c'est-à-dire que pour l'Angleterre des années sombres, des années 40, Churchill joue un peu le rôle de Clémenceau à la fin de la Première Guerre mondiale en France. Absolument. Il y a cette même force de caractère, cette même volonté envers et contre tous de faire la guerre et toujours la guerre. Nous allons l'entendre. Et de la gagner, bien sûr. Nous allons l'entendre, ce Churchill guerrier. Il s'adresse aux Français en français, enfin, dans le français tel que sa nourrice a dû lui enseigner, j'imagine. Pas tout à fait, il faut pas être trop exigeant, mais enfin, vous verrez, il fait de beaux efforts. On est évidemment sur l'antenne de la BBC au tout début de l'année 1900. Non, c'est d'ailleurs, j'allais dire au début de l'année 41. Non, on est au mois de juin 1940, si je ne m'abuse. Churchill a soutenu le général de Gaulle, en tout cas la France libre pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, envers et contre tout, y compris contre les Américains, disons les choses. Ça ne s'est pas passé toujours très facilement. De Gaulle avait un immense respect pour Churchill. Il assistera d'ailleurs à ses obsèques en 1965. Et cependant, il avait toujours une petite dent contre un Premier ministre accusé de l'avoir un peu maltraité ou tenu à l'écart d'un certain nombre d'opérations. Vous savez, le problème, c'est que Roosevelt haïssait de Gaulle et que Churchill avait besoin de Roosevelt. Donc, il était bien obligé de faire la part des choses et que quand il disait « nous choisirons toujours le grand large », c'est parce que l'Angleterre avait besoin des États-Unis à cette époque-là, bien sûr. Et puis, il était en train de travailler sur un livre, Les peuples de langue anglaise. C'était très important pour lui, cette communauté de langue. Et dans ses discours, d'ailleurs, il s'en inspirait beaucoup. Il s'inspirait, puisque Kennedy a dit, il a mis en marche la langue anglaise pour entraîner l'Angleterre à se battre contre Hitler. Et dans ses discours, il s'inspirait aussi de Shakespeare, des Saintes Écritures qui sont très importantes en Angleterre. Et tous ces discours, il ne faudrait pas croire, sous prétexte qu'il y a eu quelques discours absolument magnifiques, célèbres, que tous étaient des chefs-d'œuvre, entre nous soit dit. Quand on reprend les archives, il y a des discours plus ratés, si je puis dire. Oui. Il y a de tout. Mais en tout cas, il y a toujours cette espèce de volonté de parler franchement, d'imager la pensée.
et de dire parfois des choses difficiles. On cite toujours, et même jusqu'à plus soif, cette fameuse « je n'ai à vous offrir que du sang et des larmes ». Mais c'est vrai que c'est peut-être ce que notre classe politique aujourd'hui a le plus grand mal à faire. Et c'est pour ça que notamment les plus jeunes se tournent vers Churchill. C'était l'époque où on parlait clairement aux gens, en fait. Exactement. Et il tenait ça de son père, qui était un très très brillant orateur. Parce que Churchill, il faut le dire, n'était pas un brillant orateur né. C'était un grand écrivain, mais il travaillait beaucoup ses discours. Son grand ami Lord Birkenhead, qui était un grand avocat, disait Churchill a passé sa vie à préparer des discours improvisés. Et il travaillait même ses mots d'esprit, mais comme un acteur, il savait très bien les raconter. Et quand il parlait aux Français, il avait toujours un mot drôle. C'est ça ce qui est formidable. Les poissons aussi, j'adore cette idée. Nous attendons les envahisseurs, les poissons aussi. Voilà, c'est formidable. Et il disait attention les Français, je vais parler français. Aux abris, d'une certaine manière. Les sirènes pouvaient hurler. Dans un instant, nous allons revenir, j'allais dire, sur l'autre Churchill, sur le bonhomme avant qu'il n'ait 65 ans. Parce qu'encore une fois, en 1940, il a 65 ans, mais il a vécu une vie entière avant tout cela, bien entendu. C'était presque un retraité qui entrait à Downing Street. Qu'a-t-il été Churchill avant? Oh, bien des choses en vérité. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire de Winston Churchill cet après-midi sur Europe 1 avec votre invité Franck. Vous recevez Béatrice de Laulnoy qui est historienne, écrivain, qui est aussi l'auteur avec Philippe Alexandre de Clémentine Churchill, la femme du lion, que vous pourrez retrouver chez Talendier Robert Laffont. Et vous êtes très nombreux à réagir à l'émission. Et même en dehors des frontières, puisque Annie nous écrit du nord-est de l'Angleterre. Votre émission tombe à point. Demain, je passe mon examen Citizen Test pour prendre la nationalité britannique, la faute au Brexit. Suite à mes révisions, je voudrais ajouter que Sir Churchill a été élu par le public en 2002, homme le plus important de toute l'histoire britannique. Merci à toute l'équipe pour votre émission. Bonne chance pour votre examen, chère Annie. Je sais que mon cousin l'a passé et obtenu la semaine dernière. Ah, félicitations. J'ai maintenant un cousin qui est franco-britannique. C'est vrai que ce Brexit est en train de changer la vie de pas mal de familles. On ne peut dire de Churchill qu'il aura mené une vie bien difficile. Alors, on ne reviendra peut-être pas sur tout, Béatrice de Laulnoy, sur son enfance difficile avec des parents qui ne l'étaient pas moins. Il est pourtant issu de la plus haute aristocratie qui soit. Il naît dans le plus beau château d'Angleterre, au palais de Blenheim. Mais cela dit, si je ne m'abuse, il naît dans la lingerie ou dans le vestiaire parce que sa mère a voulu danser jusqu'au bout. En fait, c'est ça. Et puis, il va faire évidemment, il va devenir militaire et il va participer à la guerre des bourgs. Il se lance assez tôt dans la politique sur les traces de son père. Oui. En fait, il est devenu militaire parce que c'était un cancre à l'école et qu'il a été orienté vers la carrière militaire à 14 ans. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que à 20 ans, quand il est militaire en Inde, il part se battre à la frontière du nord de l'Inde. Et là, il écrit son premier livre qui s'appelle La guerre du Malakand. Et ce livre se révèle prodigieux, avec un talent d'écriture formidable, avec une vision tellement forte que le Premier ministre le fera venir et lui dira j'en ai plus appris dans ce livre qu'avec tous les rapports du Parlement et du gouvernement. Et pourquoi ? Parce que ce Winston Churchill qu'on croit avec beaucoup de facilité, en fait, c'était un travailleur. Il travaillait énormément, beaucoup plus que tout le monde. Il a écrit ce livre en 6 mois. Il a interviewé des tas de gens. Il s'est enfermé et il l'a sorti et ça a été un succès. Et à partir de ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il devenait plus populaire en écrivant des livres qu'en étant militaire et en essayant de gagner des médailles. Il est devenu correspondant de guerre pendant la guerre des bourgs. Il a fait une épopée formidable là parce que il a été fait prisonnier, il a commencé par remettre sur rail un train, il a renvoyé tous les blessés et puis il a été fait prisonnier, il a réussi à s'échapper et il est devenu un héros et à ce moment-là, il a été élu et il est devenu homme politique. Et un homme politique qui va faire une haute carrière puisqu'il va être premier lord de l'amirauté, c'est donc de très hautes responsabilités là. Le grand rêve de sa vie, il est nommé en 19
C'est-à-dire qu'il dirige la plus puissante marine du monde, disons les choses. Voilà, alors qu'il n'avait pas vraiment le pied marin. Clémentine avait beaucoup plus le pied marin que lui, mais il adorait ça. Il a préparé la Seconde Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, oui. Donc il va envoyer toutes les troupes en 3 semaines sur le continent. Et donc en 40, quand il devra les faire rentrer, vous savez, la fameuse opération Dynamo de Dunkerque, il saura ce qu'il faut faire. Il demandera à tous les navires d'y aller. Et on le voit très bien dans le film. C'est Churchill qui l'exige. Et il avait cette volonté. Il était prêt. Pour la guerre, il savait préparer les choses, il était très pragmatique. Mais hélas, aux Dardanelles, c'est quand même un effroyable échec. Je suis fini, dira-t-il. Et il en est convaincu d'ailleurs à ce moment-là. Il doit donner sa démission. Bon, l'idée était très bonne de créer un second front en Turquie pour soulager le front de l'Est. Malheureusement, les troupes vont pas arriver au bon moment. Ça va être un massacre épouvantable par les Turcs. Et il va y avoir 60 000 morts. Et à ce moment-là, il devra donner sa démission. C'est à ce moment-là qu'il se mettra à peindre pour vaincre son Black Dog. Sa femme a cru qu'il allait en mourir. Et c'est comme je le disais, il a perdu ses cheveux. Et quand on voit les photos de Churchill avant et après, c'est pour ça que dans les livres, en fait, c'est un homme de photo, Churchill. Mais oui. Et dans ce beau livre, on peut le suivre tout le temps. C'est un acteur. Et là, on voit très bien que avant les Dardanelles, il a ses cheveux et après, il les a perdus. C'est assez frappant, assez clair. Hein. C'est pour ça qu'il mettra des chapeaux. Il continue quand même à progresser dans les couloirs de Westminster. C'est un homme politique très actif, qui agace beaucoup un certain nombre de ses confrères d'ailleurs. Et il n'en est pas moins chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire ministre des Finances quand même. Tout en connaissant rien à l'économie, il le reconnaît lui-même. C'est pour ça qu'il est formidable, parce qu'on s'ennuie jamais avec lui. Il n'a pas peur de dire les choses. Et il faut savoir que Churchill, chancelier de l'échiquier, ne payait pas ses impôts, parce qu'il avait tellement de dettes avec sa grande propriété de Chartwell, ce qui mettait vraiment sa femme très très en colère, parce qu'elle disait qu'un chancelier de l'échiquier devait donner l'exemple. Mais après, il aura quand même sa traversée du désert de 1929 à 1939. Ça va durer 10 ans, et c'est à ce moment-là qu'il va gagner sa vie en écrivant, puisque les députés ne sont pas payés. Et donc, il écrira presque 3 livres à la fois. Il se mettra aussi, pour se déstresser, à construire. Vous savez, il construisait le mur du potager, il construisait des cottages. Et c'est comme ça qu'il aura plus tard le prix Nobel de littérature, puisque ses livres sont vraiment magnifiques. Pas seulement les mémoires de guerre, ces mémoires, mes premières années, par exemple, sont formidables. Les grands victoriens, c'est un livre formidable. Il y a des pages d'anthologie remarquables. Oui, voilà, sur Clémenceau, sur Foch, il sait très bien. C'est quand même une vie de difficultés et d'échecs. D'ailleurs, il disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Mais c'est formidable. Et il ajoutait, grand connaisseur de la vie politique, on ne peut être tué qu'une fois au combat, mais souvent en politique. On meurt un certain nombre de fois. Il a constamment ressuscité de ses cendres, en quelque sorte. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il arrive donc à Downing Street, il a 60 ans, plus de 65 ans presque. Et il dit, toute ma vie n'a été que la répétition de cette heure. Et quand je me mis au lit à 3 heures du matin, je me disais que enfin j'étais arrivé à ce que je devais être et qu'il n'y avait que Hitler qui pouvait me chasser de Downing Street. No sport, disait celui qu'on voit en train de chasser. On voit tout ça dans votre album. Hein. Il était en tenue de baigneur. Je m'élève en compte parce que c'était un grand sportif. Mais en fait, c'était un grand sportif. Il a été même... il chassait, il était champion de natation, champion de polo, champion d'escrime. Oui, c'était un grand sportif. Ne jamais rester debout quand on peut s'asseoir, ne jamais rester assis quand on peut se coucher, dit-il. Mais ce qui n'est pas vrai puisqu'il passe son temps à marcher, lui, d'ailleurs. Oui, mais il est beaucoup aussi dans son lit. Et c'est vrai que Churchill, c'est une leçon de vie. Et c'est vrai qu'on ne s'ennuie jamais avec lui. Et c'est pour ça qu'il est devenu cette icône mondiale qu'il est aujourd'hui. C'est à cause de cet humour, de ses extravagances, de sa passion pour l'alcool. Les gens adorent. Moi, Winston Churchill, de Béatrix de l'Aulnoy, avec énormément de photographies, de documents, de choses. C'est passionnant. C'est chez Talandier. Vous parliez à l'instant de Chartwell, qui est sa demeure, sa maison avec Clémentine. Nous y allons dans un instant en compagnie de Lorena Martin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors nous sommes au cœur de l'histoire de Winston Churchill depuis 14h sur Europe 1. Il est temps maintenant d'aller là où il a vécu,
On part dans le Kent, Franck, avec Lorena Martin. Et oui, nous allons à Westerham, dans le Kent, à la demeure de Chartwell, domaine devrais-je dire. Le domaine de Chartwell, qui était le refuge bien-aimé de Winston Churchill. On connaît sa formule, une journée loin de Chartwell est une journée perdue. Il avait été littéralement séduit par la vue imprenable sur ces paysages du Kent, beaucoup plus lui que Clémentine, d'ailleurs, son épouse. Et c'était un manoir. Oui, c'était un manoir victorien en briques rouges, situé sur les hauteurs, entouré de prairies en contrebas. C'est vraiment l'Angleterre telle qu'on se l'imagine et telle qu'on la rêve, entre vallées et lacs. C'est un domaine de plus de 30 hectares. C'était vraiment une grande exploitation avec des terres cultivées, une laiterie, un potager, une roseraie, un étang. Et Churchill l'acquiert en septembre 1922 et sa famille s'y installe 2 ans après. Donc après la Première Guerre mondiale et avant qu'il ne soit chancelier de l'échiquier. Ça tombait pile au bon moment, si je puis dire. Et entre-temps, Churchill y a fait de gros travaux d'aménagement, très onéreux, il faut bien le dire. La gestion financière n'était pas son fort, et Antoine Capet, dans son dictionnaire consacré à Churchill, écrit « Au début, Churchill se voit en gentleman farmer, vivant en partie des revenus de son exploitation, notamment du gros bétail qu'il y élève, bœufs, porcs et chèvres, mais aussi de sa basse-cour, mais de fait, il ne rentrera jamais dans ses frais. Oui. » Et une de ses passions et de ses rituels, il allait nourrir ses poissons exotiques c'était ce qui lui donnait le plus de plaisir dans l'existence. Il est très beau, ce dictionnaire Churchill d'Antoine Capet chez Perrin. Et j'en profitais pour regarder ce qu'il en était des sports, puisqu'on voit qu'il pratiquait quand même à des degrés divers le cricket, la boxe, l'escrime, le tennis, le polo, l'équitation, le golf, le croquet et même la natation, puisque l'auteur Antoine Capet nous dit qu'il pratiquait les bains de mer au pied des villas de ses amis sur la Côte d'Azur, bien au-delà de ses 80 ans. Et donc, ce domaine, Churchill va y consacrer beaucoup de son temps, notamment et de ses finances, puisqu'il fait d'énormes travaux. Et en 1947, ces finances sont tellement basses que Churchill est contraint de vendre. Et pour qu'il continue à vivre à Chartwell, un groupe de généreux donateurs rachète discrètement la maison. À sa mort, le domaine est ouvert au public. Et aujourd'hui, donc, c'est une sorte de musée, mais qui n'est pas du tout figé, où on sent vraiment cette intimité de Churchill. Il faut absolument s'y rendre. Merci beaucoup, Lorena. Europe 1, au cœur de l'histoire.